Merci à toi, Marc, pour ton intervention. C'était super. Je te propose de t'asseoir sur tes chaises là-bas. Donc, et j'invite les deux autres participants à la table ronde de monter avec nous. Donc, Lou Velgreen et Benoît Baellus. Donc, les nouveaux arrivants sont donc Lou Velgreen, qui est co-président de AI for Good, une ONG qui vise à utiliser le numérique de manière environnementale, enfin, dans le respect de la nature, de l'environnement et des écosystèmes, j'imagine. Et Benjamin Baellus, qui est donc le responsable gouvernemental de Microsoft pour le Luxembourg et la Belgique. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis Maxime Derian, je suis consultant à Heruka AI et je suis un anthropologue du numérique spécialisé de l'impact des technologies numériques sur la société et l'environnement. Tout d'abord, ce débat en fait, qu'on va voir aujourd'hui, c'est un débat pour réfléchir sur les différents enjeux liés à l'IA d'une part, bien sûr, et au développement durable. Parce que d'un côté, nous avons des technologies qui se développent, qui sont prometteuses, mais en même temps, on a les questions nouvelles qui se posent. On l'a vu avec les deepfakes, on l'a vu avec beaucoup de questions qu'on va faire successivement l'une après l'autre. Tout d'abord, en fait, nous allons parler de la question de la désinformation, telle qu'elle a été déjà évoquée par Aurélie et par Marc. Et je vais... on est tous au courant de ce qui se passe aux États-Unis. En ce moment, il y a une élection. Et c'est une des premières élections présidentielles américaines qui est directement synchrone avec l'essor de l'IA. C'est-à-dire que les intelligences artificielles génératives sont utilisées à tort et à travers pour la campagne. On l'a vu tout à l'heure, on arrive difficilement à distinguer le vrai du faux. Et donc, pour cela, je vais d'abord... poser la question à Marc, en fait, et c'est vers toi que je me tourne en premier, pour savoir qu'est-ce qui est fait en fait, pour lutter contre la désinformation dans ce cadre politique. Alors, ce qui est fait pour lutter contre, on a donc notamment des lois, donc je parlais de la régulation européenne du DSA juste avant, qui impose aux plateformes une mitigation, excusez-moi, aussi des risques systémiques, notamment les risques à l'intégrité électorale. Et donc ça reste quelque chose que les plateformes doivent définir. Aux États-Unis, il y a également certaines lois qui vont à peu près dans le même sens. Après, c'est donc dans cette première élection, on voit en effet des risques qu'on anticipait, qu'on voyait venir, le fait que des faux médias allaient pouvoir avoir une influence forte sur le processus électoral, qui aujourd'hui devient une réalité. Moi j'aime bien, enfin je trouve que la comparaison avec Cambridge Analytica il y a aujourd'hui maintenant 8 ans est assez intéressante parce que Cambridge Analytica c'était quoi le problème en fait? C'était le fait de pouvoir distribuer des publicités qui allaient être personnalisées à chaque utilisateur en fonction de leur profil psychologique. Et ça, en fait, ça permet, dans un discours électoral, ça déforme complètement la réalité, parce que c'est comme si un candidat pouvait dire des réalités différentes à chaque candidat. Et ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative le permet de le faire à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus précise. Ça commence à déjà c'est déjà utilisé aujourd'hui à une échelle beaucoup plus forte sur cette élection. J'entendais dire notamment que Elon Musk a acheté de l'espace publicitaire en masse pour aller envoyer des publicités ciblées, notamment à la communauté. Je vais juste arrêter sur le sujet de Elon Musk, parce que je pense que là, on va en avoir beaucoup à dire, pour repartir sur la question de la désinformation et des deepfakes. Okay. Car en fait, les deepfakes, c'est dans le cadre politique, Musk, Trump, etc., c'est utilisé, mais c'est aussi dans l'arnaque au patron. Par exemple, on utilise des vidéos qui sont saisissantes de réalisme, qui peuvent imiter un comptable, quelqu'un qui fait partie de votre entreprise, et créer carrément des meetings en visio avec que des personnes qui sont fausses, mais pourtant qu'on croit
être vrais, nos collègues, pour ensuite, par exemple, faire une arnaque de versement de fonds frauduleuse. Donc, il y a énormément de possibilités de problèmes de désinformation. Et là-dessus, j'aimerais savoir comment Microsoft en fait tente d'apporter des solutions, Benjamin. Oui. Non, tout à fait. Tout d'abord, merci pour l'invitation et je suis ravi de voir autant de personnes dans la salle, aussi des jeunes qui s'intéressent à l'IA. Effectivement, 2024 était une année clé pour la démocratie. 80% des personnes qui vivent dans une démocratie ont la possibilité de voter et comme Marc explique, c'était en fait la première année où il y a vraiment un défi pour la manipulation des élections par les deepfakes. Et c'est un sujet pour lequel Microsoft vraiment reconnaît la responsabilité du secteur technologique. Et ce qu'on a fait en février de cette année, c'est de développer un accord avec une vingtaine de partenaires des entreprises technologiques pour lutter contre l'utilisation trompeuse des deepfakes pendant les élections de 2024. Et il y a 3 piliers. Tout d'abord, on va essayer d'arrêter le développement des deepfakes à l'origine. Donc, on va limiter l'abus de nos outils. Par exemple, si vous allez sur Bing Image Creator et vous demandez faites-moi une image de président Trump et le président Poutine, vous allez recevoir un message que c'est un usage interdit et vous n'allez pas recevoir cette image. Alors, je vais reprendre la parole pour juste m'excuser du fait que j'ai dit AI for good pour toi, Lou. En fait, c'est data for good. Et du coup, je vais rebondir là-dessus sur le fait que quand les programmes de Microsoft, de Google, de n'importe qui programme, en fait, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans la black box, dans les boîtes noires, ce qu'on disait dans la cybernétique, c'est-à-dire le programme, on en parlait tout à l'heure, lire Windows, c'est difficile, c'est long à lire. Et donc, face à ces algorithmes, dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de manière explicite, on parle de biais algorithmiques qui ont été évoqués précédemment. Et Lou, qu'est-ce qui est, quel type de biais en fait, et quelle est la question qu'on doit se poser face aux biais algorithmiques? Alors, du coup, Aurélie Jean en a déjà parlé un petit peu avant moi, mais donc l'idée d'un biais algorithmique, c'est quand un algorithme va discriminer une partie de la population, soit parce qu'elle reproduit une discrimination qui existe déjà dans la société, soit parce que les données d'entraînement vont elles-mêmes sous-représenter certaines populations. Donc, parmi les biais principaux, on peut parler des biais ethniques, par exemple, quand une partie de la population est discriminée parce que son physique reflète une appartenance vraie ou fausse à une ethnie. On peut prendre l'exemple de Joy Bola Mouini, qui comprend dans l'exemple du livre blanc qu'on recense de Data for Good, qui raconte comment est-ce qu'elle devait porter un masque blanc pour être reconnue par son algorithme de reconnaissance faciale. On a également des biais de genre. Donc là, on a pléthore d'usages d'exemples. Par exemple, quand on tape sur Midjourney, politique, on n'a que des images d'hommes. Quand on tape secrétaire, on n'a que des images de femmes. Il y a également des biais de genre, des biais d'âge qui sont très forts également, et un des seuls biais qu'on serait tous amenés à vivre à un moment. Et donc je pense que ce qu'on peut se dire avec les biais algorithmiques, ce qui est intéressant, c'est que les algorithmes sont le reflet des subjectivités de leurs concepteurs. C'est la chercheuse Asma Mala qui utilise cette phrase que je trouve très pertinente et qu'il faut toujours avoir en tête quand on utilise des algorithmes. Ça me rappelle une anecdote. En fait, au Japon, j'avais vu un étudiant qui était très pressé pour rendre un algorithme, c'était au Tokyo, peu importe, et qui en fait c'est un algorithme qui était censé détecter les comportements dangereux dans la rue à partir des caméras de surveillance. Et du coup, il s'était dit, bon, j'ai toujours pas fini mon truc, alors je vais faire en sorte que plus la personne est noire, plus la caméra le regarde, et plus la personne bouge, plus la personne regarde. C'était quelque chose de totalement faux, et donc il fallait absolument pas valider un truc comme ça. Mais si ça avait été traduit en algorithme, ça aurait pu rester sous forme, on ne sait pas trop pourquoi, la caméra regarde telle personne plutôt qu'une autre pour faire une sélection. Donc face à cette opacité, en fait, comment Microsoft aborde ce défi? Non, tout à fait, c'est un sujet très important et un défi qu'on doit vraiment adresser.
chez Microsoft, on a 6 principes dans notre approche d'IA responsable. Et le premier, c'est fairness, c'est équité. Et donc, ça veut dire que tout le monde doit être traité de manière égale dans les mêmes conditions par un modèle ou un système IA. Et ce qui est très important pour développer des modèles qui essayent au plus d'éviter tout ça, c'est tout d'abord d'avoir des équipes diverses. Donc avoir plus de perspectives dans les équipes, pas justement des développeurs, mais aussi des éthiques, des sociologues, des anthropologues, pour vraiment voir qu'est-ce qu'on veut obtenir avec un modèle. Deuxièmement, on doit aussi construire des bases de données qui ne contiennent plus de biais. Et là, on va vraiment voir comment est-ce qu'on peut construire les différentes données, comment est-ce qu'on peut construire des liens ou déconstruire des liens qui sont apparents dans des vastes bases de données, mais qui ne doivent pas être là. Et dernièrement, ce qui est très important, ce qu'on appelle le human in the loop. Les modèles IA et les systèmes IA, ils font des recommandations, mais c'est crucial qu'il y ait toujours un humain dans le loop, un humain qui comprend comment ce modèle fonctionne, comprend aussi les limitations d'un système d'IA, et ça, c'est comment interpréter les recommandations qui servent d'un système. Donc là, on a parlé de biais, de questions sociales, donc de gestion sociale de l'IA, c'est-à-dire de l'impact de ces systèmes algorithmiques sur le fonctionnement de nos sociétés. Mais tout ça a un coût environnemental. C'est évident que ce n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, qu'il faut faire comme l'a dit Aurélie, qu'il faut faire de l'extraction minière, que l'entraînement comme l'utilisation des modèles d'IA générative, ça consomme de l'énergie et du CO2. Et puis ça s'ajoute à nos transports, à notre IoT, l'Internet of Things, ça s'ajoute à la blockchain et ça s'ajoute à Internet et à tous les clouds qui existent déjà. Mais donc l'IA, de par son consommation de plus en plus importante, puisqu'elle est de plus en plus massifiée, pose des questions environnementales. Et quelle est la position de Data for Good là-dessus, Lou ? Pour revenir un peu du coup aux origines et aux causes de l'impact environnemental de l'IA, déjà la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on manque énormément de transparence de l'impact réel de l'IA environnementale. Donc ça, c'est le premier point, un problème de transparence. Le deuxième, du coup, si on essaye de mettre en place des ordres de grandeur, donc déjà, il y a la question de l'électricité. Si je me focalise sur l'IA générative, si on prend à un niveau un peu micro, une requête, un prompt, par rapport à une requête Google, ça génère entre 10 et 100 fois plus. Donc encore une fois, problème de transparence, c'est très difficile de chiffrer. 10 à 100 fois plus d'électricité nécessaire que pour une requête Google. Ensuite, on sait que générer du texte, ça émet beaucoup moins que générer des images ou générer des vidéos qui consomment beaucoup plus. Donc, si on prend une vision un peu plus macro, les data centers aujourd'hui, ça représente 2 à 3% de la demande d'électricité mondiale. Et l'IA là-dedans, ça représente entre 10 et 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est vraiment déterminant, c'est la vitesse à laquelle croît ce secteur. Aujourd'hui, on est à 10-20%. Les projections prévoient qu'on fasse x2 d'ici 2030, x5 spécifiquement aux États-Unis. Et cette croissance, elle suit pas du tout, elle est beaucoup plus rapide que le rythme d'évolution, par exemple, des énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de cette électricité qui va être très carbonée. Là, on a parlé d'électricité. Ensuite, on a également les problèmes d'eau, parce que, en fait, principalement pour refroidir les serveurs, mais aussi pour créer tous les matériaux dont on a besoin d'énormément d'eau. Donc, par exemple, un data center moyen pour entraîner des modèles, c'est 2,1 millions de litres d'eau par jour. Et puis, après, on a toute la question des matériaux pour fabriquer tous les matériaux dont on a besoin, donc à la fois des métaux diversifiés et quantifiés. Donc, on voit tout ça, ça génère énormément d'émissions de CO2. Mais le vrai sujet, je pense, si vous devez repartir avec un élément ici, celui avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est la question de la finalité. Ces algorithmes, à quoi ils servent derrière ? Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ces algorithmes ils viennent mettre sous stéroïdes notre économie qui est déjà excessivement carbonée. Donc il y a une étude de McKinsey qui chiffre une augmentation que l'IA pourrait provoquer une croissance mondiale de 2,5 à 4%. Donc ça, avec Data for Good, on a fait des calculs. On estime que ça peut générer du coup une augmentation des émissions de 2% supplémentaires quand on est censé diminuer au moins de 7% par an. Donc on voit qu'il y a une question de conflit de ressources.
Et puis le deuxième élément à avoir en tête au-delà de la finalité, c'est la question des effets rebonds. Quand on parle d'IA, on parle énormément d'efficacité, on nous dit que on va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des gains d'efficacité dans des industries, par exemple le transport, on transforme ça en une augmentation absolue des usages parce qu'en parallèle d'être plus efficace, on augmente les usages. Et donc, il faut absolument avoir ça en tête quand on parle des impacts de ces technologies. Ça recoupe complètement mon point de vue. En tout cas, quand on m'a demandé l'année dernière quel était le problème principal anthropologiquement de l'IA, est-ce que c'est la désinformation, est-ce que c'est Terminator, etc. De but en blanc, immédiatement, je me suis dit c'est environnemental, puisque vu le coût que tu viens d'expliquer, vu le coût que ça a en énergie, etc., plus l'IA fonctionne, plus elle est attrayante, plus on veut l'utiliser, mais plus ça va consommer. Et donc, face à des IA qu'on veut toujours plus performantes, on est tous un peu consommateurs, enfin pour beaucoup, que fait Microsoft pour arriver à concilier la chèvre et le chou, c'est-à-dire à faire des IA de plus en plus performantes et utiles, mais en même temps pas trop prédatrices pour l'environnement? Oui, merci. Et je pense que c'est une question très importante et c'est une question aussi pour laquelle Microsoft veut faire partie de la solution parce qu'avec chaque technologie émergente, il faut vraiment nous poser la question comment est-ce que nous pouvons faire progresser la durabilité. Et effectivement, l'entraînement, l'utilisation, ça prend beaucoup d'énergie. Aussi la construction des centres de données pour faire déployer ces technologies. Pour nous, comme tu dis déjà, pour nous, la technologie, l'innovation, l'efficacité va être une grande partie de la solution. Et en fait, l'histoire nous montre que c'est aussi possible avec l'émergence du cloud computing dans les 15 années dernières. On a vu qu'entre 2010 et 2020, le charge de travail dans les centres de données a augmenté de 900%, tandis que les émissions ont augmenté de 10%. Donc, c'est quand même une ordre de magnitude de différence. Et c'est grâce à une efficacité accrue, pas seulement dans des microprocesseurs, dans les chips, mais aussi avec des matériaux de construction qui sont plus durables, les systèmes de cooling, refroidissement qui sont plus efficaces, des technologies nouvelles dans la construction. Et c'est tout à fait d'accord que maintenant, avec l'IA, il y a une augmentation de demande d'électricité. Même dans ce cas-là, comme Microsoft, on atteint les objectifs qu'on s'est mis il y a quelques ans et les objectifs sont très ambitieux en termes de durabilité. Donc, par exemple, pour 2030, on veut être à net zéro. Et ça veut dire d'éliminer plus de CO2 de l'atmosphère que nous n'en émettons. Et d'ici 2020, on veut retirer de l'atmosphère une quantité équivalente de carbone à toutes les émissions générées par l'entreprise Microsoft depuis sa fondation en 1975. Donc, et comment est-ce qu'on estime faire ça ou comment est-ce qu'on veut progresser pour obtenir cet objectif? C'est des achats d'énergie renouvelable. Pour l'instant, on a des contrats pour 20 gigawatts. Pour vous dire, mettre ça en perspective, c'est 11 fois la capacité de génération d'électricité ici à Luxembourg. Et aussi, on a investi dans le captage et le stockage du carbone. Et pour ça, on a déjà des contrats pour 5 millions de tonnes de CO2 qu'on veut enlever de l'atmosphère. Je vais rebondir là-dessus. Pour dire une petite chose, c'est que Microsoft a sorti un modèle intéressant, enfin un système pour baisser le coût d'exploitation de certains LLM. Ça, c'est très bien. Techniquement, on en a un peu parlé, vous verrez ça par vous-même. Mais d'un autre côté, Microsoft a réouvert le réacteur nucléaire de 3 Mile Island à Gettysburg pour alimenter son nouveau superordinateur. Et donc, du coup, d'un côté et de l'autre, et sans parler de Microsoft, les autres, on a au Kazakhstan des usines qui tournent au charbon pour produire de l'énergie pour le digital et l'IA. En fait, la question de tout ça, c'est un petit peu, je vais me tourner vers Lou, sur la question de si on consomme beaucoup, si on n'a pas un peu de sobriété, on va se retrouver un petit peu coincé quand même. Oui, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, parce que certes, Microsoft s'est engagé en 2020 à réduire ses émissions, sauf qu'en fait, on est en 2024 et en 2024, on observe que Microsoft a augmenté ses émissions de 30%. Donc aujourd'hui, on est à 13 millions de tonnes, donc c'est-à-dire 2 fois ce à quoi vous aviez dit que vous seriez aujourd'hui en 2024. Donc
pense que ça, il faut le mettre au regard des objectifs. Une vraie politique environnementale soutenable, c'est à la fois faire plus de vert, mais c'est aussi faire moins de brun. Il y a pas on ne résoudra pas le réchauffement climatique si on ne fait pas moins de brun. Récemment, il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Holly Alpine qui a parlé aussi des contrats en dehors de l'émission, comme je disais, stricte de faire tourner les modèles. Il y a toute la question de à quoi servent ces algorithmes. Et en l'occurrence, elle a raconté que pour un seul contrat de Microsoft avec ExxonMobil, eux-mêmes arrivaient à extraire 50 000 barils de pétrole supplémentaires par an, ce qui faisait sur la totalité de ce contrat-là à peu près 7,8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. Donc en fait, aujourd'hui, on est... et c'est pas que Microsoft, hein, c'est l'intégralité des entreprises de la tech aujourd'hui qui sont en train de renoncer à leurs objectifs climatiques. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que les initiatives vertes, c'est une goutte de verre dans un océan de brun. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus limité en termes de ressources. La question fondamentale qu'il faut se poser, on va devoir consommer moins. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va consommer et qui va décider de comment est-ce qu'on le consomme? Donc, parce que les conflits d'usage, on les voit déjà apparaître. Qui va décider? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est les big tech qui doivent décider de où on met l'énergie ou pas? C'est ça les questions. Pour flécher, pour rebondir là-dessus, pour flécher l'innovation, puisque comme on le dit, il va falloir faire des arbitrages puisqu'on a des ressources limitées. Qu'est-ce que Data for Good propose comme action concrète pour aller dans le bon sens? Alors, Data for Good, du coup, on a un peu deux jambes. On a la partie où on prend la parole pour venir parler des dérives de l'intelligence artificielle, du numérique, etc. Mais on a aussi la deuxième jambe où on est dans l'action. Donc, on est une communauté de plus de 6000 experts de la tech bénévoles qui viennent donner de leur temps pour mettre leurs compétences au service de l'intérêt général. Et donc, on accompagne des associations qui n'ont pas les ressources financières ou techniques en interne pour pouvoir faire des projets. Donc, très concrètement, ça fait 10 ans que l'association elle existe. On a déjà accompagné plus de 120 projets. Et donc, pour vous donner des exemples concrets, par exemple, on travaille avec une ONG qui s'appelle Bloom, qui fait de la protection de l'océan. Et donc, on les aide à construire une base de données qui permet de traquer en temps réel les 170 les 1700 plus gros bateaux de pêche dans le monde et d'identifier s'ils sont en train de pêcher ou pas, s'ils sont dans des aires marines protégées ou pas, et en fonction de pouvoir alerter l'ONG pour qu'elle puisse agir sur le terrain, elle puisse mener des contentieux stratégiques pour dénoncer ces pratiques de pêche illégales, etc. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres que je peux continuer à vous donner après. D'ailleurs, je précise que juste après, en fait, Lou il va y avoir plutôt Data for Good va présenter un projet qui va dans ce sens. Donc, on va prendre plus de temps pour voir un petit peu ce qu'il propose. Et donc, je reviens à Microsoft, hein, un géant de la tech. Et donc, du coup, quel point de vue, en fait, par rapport à cette question-là, en fait, quel est le point de vue de l'usage de l'IA qui peut servir aussi pour l'environnement, pour faire quelque chose de positif, mais aussi pondérer certains problèmes de consommation, etc. Oui, non, absolument. Et je suis très heureux qu'on parle aussi de ce genre de choses parce que je pense, chez Microsoft aussi, on parle trop dans des termes d'efficacité, on parle trop des entreprises et le business, mais je suis ravi qu'on parle aussi des défis sociétaux qu'on peut adresser avec l'IA. Chez Microsoft, on a un département dédié à ce genre de questions, il s'appelle AI for Good Lab, et cet département collabore avec des ONG, avec des internationaux. Tu peux juste répéter le nom de ce... Le AI for Good Lab. Okay. Il travaille avec des gouvernements, des organisations internationales et des ONG pour développer des technologies pour faire progresser la durabilité. Il y a plein d'exemples et je sais aussi qu'après notre panel, il y a aussi des présentations des cas d'usage pour le bien. Mais il y a un exemple que j'aimerais mentionner parce que ça me tient à cœur. C'est la rétinopathie diabétique.
En fait, il y a 451 millions de personnes souffrant de diabète et un tiers de ces personnes sont à risque de rétinopathie diabétique. Et rétinopathie diabétique, ça peut faire dégraisser la vue et rendre les personnes aveugles. Le seul souci est qu'il faut des ophtalmologues pour détecter cette maladie. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'ophtalmologues au monde, certainement pas dans le Sud. Donc, ce que le AI for Good Lab a fait, ils ont développé un outil IA qui tourne sur un GSM. Donc, on peut utiliser un GSM pour scanner un œil. Et avec un modèle IA, on peut détecter si cette personne est à risque de devenir ou de développer la rétinopathie diabétique. Et comme ça, on transmet ces informations à des ophtalmologues et eux, ils peuvent dire, voilà, on va commencer un traitement ou pas. Et c'est un cas concret où on peut utiliser l'innovation, l'IA, pour donner accès aux soins de santé aux gens qui, d'habitude, ne l'ont pas. Donc, je pense que c'est quand même une approche très chouette. En fait, merci, il y a plein de possibilités différentes offertes par les géants de la tech. D'ailleurs, à ce propos, moi, j'appelle plus ça les GAFAM, puisque Google, c'est Alphabet, et Facebook s'appelle Meta. Donc, et puis, il y en a des nouveaux arrivants. J'appelle maintenant les géants de la tech les Amanat. Je propose cet acronyme. A comme Amazon, M comme Microsoft, l'autre M comme Meta, A comme Apple, N comme Nvidia, A comme j'ai Amazon, Apple et j'en ai un autre, et T comme Tesla. Tout ça pour dire que les Amanat, c'est géant de la tech, et puis il y a les BATX chinois. C'est un peu différent parce que là, c'est hors de notre scope au niveau de la régulation. Ils innovent, ils créent des choses par eux-mêmes. Et d'autre côté, des États essayent de flécher plus ou moins dans quel sens ça va. Justement, en Chine, c'est plus verrouillé. En Europe, il y a de la régulation, une tentative de régulation avec l'AI Act. En fait, la question, c'est, d'un point de vue, est-ce qu'on laisse les géants de la tech s'autoréguler, ou alors est-ce qu'on doit avoir une influence de l'extérieur par le biais de la démocratie, par le biais de la loi? Comment se situe Microsoft par rapport à ça, à cette situation? Là-dessus, on est très clair. On a toujours milité pour de la régulation de l'IA, ici en Europe, voire au niveau mondial. Et Marc a déjà parlé de l'IA Act dans sa présentation. Et ce qu'on aime beaucoup dans cette régulation, c'est qu'elle a une approche qui est basée sur les risques. Donc il y a des choses qui sont complètement interdites, par exemple l'utilisation de la reconnaissance faciale pour des systèmes de social scoring, comme on le connaît en Chine par exemple. Du coup, pour nous, c'est important d'avoir un équilibre dans toutes les régulations, avec une attention particulière pour l'équilibre entre mitiger les risques, mais aussi pour stimuler l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle on a toujours beaucoup d'attention. Maintenant, l'Union européenne a vraiment pris le pole position en termes d'être le premier avec ce genre de régulation. Ce qu'on est en train de discuter avec beaucoup d'organisations, c'est d'obtenir une sorte de système, une sorte d'harmonisation mondiale le maximum possible pour avoir des règles qui sont le plus ou moins la même chose. Donc vous acceptez qu'on vous mette quelques bâtons dans les roues parfois pour vous ralentir un peu la cadence si d'autres acteurs non Microsoft par exemple souhaitent qu'on les écoute aussi. Enfin, c'est vrai qu'on est tous sur la même planète. Je le vois avec, je suis associé avec Everyone AI qui travaille sur la question en Californie de l'impact de l'IA sur les enfants. Et ça c'est quelque chose qui est dans tout l'Occident en fait, parce que de plus en plus des IA peuvent arriver. Et effectivement, c'est tous ensemble qu'on doit débattre avec tous les acteurs ensemble, ceux qui produisent l'IA, ceux qui la consomment, pour arriver à quelque chose de... Est-ce que Marc, tu as quelque chose à dire là-dessus, sur cette question? Oui, alors je pense que dans l'autorégulation, pour en parler, elle ne fonctionne pas. On l'a déjà vu, c'est ce qu'on avait en fait sur l'ère des réseaux sociaux qui était très peu régulée. Et on voit que dans ces cadres-là, ce qui se comprend de la part des entreprises, c'est les intérêts financiers des plateformes qui prennent le dessus. En fait, aux dépens des intérêts des utilisateurs et des sociétés. Alors sur l'AI, en effet, il y a un besoin de régulation qui a été du coup identifié un peu plus en amont. Microsoft, comme d'autres plateformes, je ne pense pas que Microsoft était en particulier un mauvais élève en la matière, mais je pense qu'il y a clairement aussi de la réticence de la part des plateformes de
d'être régulé, parce que tout ça, c'est des contraintes qui, en plus, en Europe, l'Europe a introduit une régulation différentielle, où du coup, plus la plateforme est grosse, plus le modèle est gros, plus les exigences sont fortes. Donc je pense que, et d'ailleurs les plateformes de tech ont investi 2 fois plus en lobbying dans l'Union européenne qu'aux États-Unis, ce qui est donc aussi une indication de la position de leader de l'Europe en la matière. Et oui, donc je pense qu'il va être important dans tous les cas aujourd'hui de voir comment ces régulations vont être appliquées. Et c'est pas le tout de la voir, c'est aussi maintenant de la mettre en œuvre. Et toi, Lou, quel est ton point de vue là-dessus ? Je pense qu'il y a un immense besoin de régulation et un immense besoin de mobilisation de la société civile pour faire appliquer cette régulation. On voit en ce moment même sur un autre sujet qui ne touche pas directement l'IA en elle-même, mais qui touche la comptabilité carbone. En ce moment, il y a un énorme scandale parce qu'il y a plusieurs entreprises de la tech qui tentent de faire du lobbying pour modifier la manière dont on comptabilise les émissions pour compter différemment le scope 2 parce que ça fait disparaître certaines émissions du compteur. Donc c'est intéressant pour réduire ces émissions. Donc à avoir en tête. Et du coup, au niveau de la société civile, je pense qu'on a un rôle à jouer pour faire évoluer les choses de manière systémique et pas individuelle. C'est notamment un projet qu'on essaye de faire pour illustrer avec une association qui s'appelle Quota Climat, où on est en train de développer des outils pour essayer d'outiller les régulateurs pour leur permettre de détecter la désinformation environnementale pour qu'eux puissent agir et jouer leur rôle de régulateur. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel, cette régulation, elle est essentielle. On commence à en avoir de plus en plus en Europe et maintenant, il y a un vrai enjeu à la faire appliquer et respecter. Ok, j'aurais une question à vous poser tous les trois. Imaginons, là on est en 2024. On est qu'en 2024, c'est la préhistoire de l'IA en fait. Bon, on ne va pas aller trop loin dans le futur, mais déjà dans 5 ans, qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez les choses, comment vont être les enjeux, les questions, qu'est-ce qui se passerait si on faisait à nouveau une table ronde similaire dans 5 ans? Marc? Alors, pour essayer de finir sur une note d'espoir, je veux dire, qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse discuter dans 5 ans comme transition et moi, ça, c'est une vision que j'essaye de défendre, notamment là, au AI Summit qui va se tenir à Paris en février, et aussi avec le nouveau Parlement européen. C'est cette idée de pluralisme algorithmique. Et donc, en fait, c'est l'idée fondamentalement que les utilisateurs devraient pouvoir avoir le choix des algorithmes qu'ils utilisent, des intelligences artificielles qu'ils utilisent, ce qui est aujourd'hui pas réellement le cas. Lorsque vous voulez consommer du contenu sur une plateforme, vous avez sur YouTube par exemple, vous n'avez qu'un seul algorithme qui répond aux logiques des intérêts de la plateforme et non pas à ceux de l'utilisateur. Et en fait, on pourrait avoir une régulation, notamment à travers le Digital Fairness Act, qui va être la prochaine régulation sur laquelle la Commission va travailler, qui pourrait en fait forcer les plateformes à fonctionner sur des protocoles ouverts et interopérables, ce qui est déjà le cas notamment de certaines plateformes comme Blue Sky, je ne sais pas si vous la connaissez, et cela permettrait en fait de créer un espace d'innovation pour permettre à des nouveaux acteurs d'entrer sur ces marchés sans avoir en fait des barrières infranchissables d'effets de réseau qui leur ne permettent pas du coup de se distinguer, et ça permettrait du coup d'offrir aux utilisateurs un choix réel et donc vraiment de sélectionner des algorithmes qui vont être les plus alignés possibles avec leurs intérêts. Donc là, je crois que tu proposes la biodiversité des IA, en fait, permettre à ce que des outsiders, des challengers arrivent sur le marché. Et qu'en pense Microsoft, qui est dans une position confortable par rapport à... Bon, ou plutôt... Non, je vais te laisser plutôt dire qu'est-ce que tu penses dans 5 ans. Oui, juste pour rebondir sur ce point, sur le plateforme Azure AI où on offre des modèles IA, il a déjà 1600 différents modèles qui sont disponibles aux gens. Donc, il y a plein de modèles disponibles et aussi beaucoup de compétition dans le domaine. Donc, je voulais juste faire ce point. En 5 ans, c'est difficile parce qu'il n'y a que 2 ans que ChatGPT a été lancé. Ça paraît très long. Mais je pense qu'il y a vraiment plein d'opportunités et on en va encore parler. J'ai mentionné un exemple. Il y a vraiment plein. Je pense que l'IA va impacter toutes nos vies, le quotidien, le professionnel. Et je pense que c'est important que nous, comme entreprise technologique,
collabore avec des gouvernements, avec des organisations internationales, avec des ONG, pour faire en sorte qu'on a une bonne approche et qu'on peut aussi recevoir et mériter la confiance des gens. Je pense que ça la main est tendue. D'une part, vous donnez des produits, mais vous acceptez aussi qu'on en discute. Oui, on sait que les gens n'utilisent pas la technologie s'ils ne peuvent pas le confier. Et c'est ça le message clé. Allez, je passe à Lou. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses dans 5 ans? Quelle sera l'actualité ou qu'est-ce que tu souhaites? Moi, j'avais envie de parler d'un terme qu'on aime bien utiliser chez Data for Good, qui est parler de technolucidité. C'est-à-dire vraiment de penser la finalité avant les moyens. Et aussi de se rappeler que, on en a parlé un petit peu, mais que la technologie, elle est jamais neutre. Pour reciter les termes de Asma Mala, les algorithmes sont conçus, pensés, arbitrés. Les données qu'on injecte dedans, la manière dont on crée des filtres éthiques, moraux, sont le reflet de la subjectivité de leurs concepteurs. Et que ce n'est pas une fatalité. On essaye de nous faire croire que son avènement est inévitable. Je pense qu'il est ni inévitable ni automatique. Par contre, qu'il est éminemment politique et que donc on a un rôle à jouer pour lutter de manière systémique contre ces dérives. Merci beaucoup. Cette notion de technolucidité, ça résonne beaucoup avec la notion de technoréalisme. En fait, il y a un an, les 1 an de technoréalisme, c'est un collectif de recherche que j'ai cofondé avec Arnaud Billon en France, mais c'est sur Internet. Et du coup, l'idée du technoréalisme, c'est de promouvoir le débat. En fait, promouvoir le débat ouvert, posé, parce que les enjeux sont tellement énormes qu'il s'agit d'écouter tout le monde, y compris ceux qui sont complètement contre l'IA ou ceux qui sont plus que pour. Parce que je pense que c'est hyper important maintenant d'avoir ce débat. Tu citais Asma Mala aussi, c'est très intéressant. Des gens très critiques, des gens moins critiques, pour arriver à trouver ensemble les trois, la bonne direction pour arriver à faire avec et à faire au mieux. En ce qui me concerne, pour conclure, moi, ce que j'observe dans les limites du développement actuel de l'IA, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir un développement exponentiel jusqu'à l'infini, parce que l'infini n'existe pas dans la réalité. Il y a forcément des limites. Si je dois essayer de voir quelles sont les limites à tout ça, la première limite est environnementale. On ne peut pas, à moins qu'on aille chercher dans l'espace des ressources externes. Elon Musk est un petit peu dans cette voie-là, Jeff Bezos aussi, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas une solution vraiment pérenne, donc les limites, les ressources étant limitées, on va se retrouver à se chamailler pour ce qui reste s'il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est une limite. Une deuxième limite qu'il ne faut pas oublier, c'est nos limites cognitives. On est des mammifères, on est des humains, et on fabrique des machines de plus en plus puissantes. Elles ne sont pas, comme l'a dit Aurélie, elles ne sont pas notre équivalent, mais elles sont capables d'avoir des puissances de calcul qui sont absolument stupéfiantes. Donc du coup, courir après nos machines en essayant de faire mieux, ça va être difficile. Ça veut dire concrètement que distinguer le vrai du faux, est-ce que Donald Trump il a dit ça, ou c'était Greta Thunberg, etc., ça nous fatigue. Donc on a besoin de garde-fous, on a besoin de garants, on a besoin d'aide aussi, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas passer sa journée à vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis ça, c'est des limites qui me paraissent biologiques, ou enfin physiques. Après, il y a des limites sociales, les limites économiques. Quand on investit, il faut un retour sur investissement. Si on investit dans le vide, ça ne va pas le faire longtemps. Et puis, il y a la loi, la régulation, les limites qu'on crée, qu'on décide de manière citoyenne, qu'on dit ça on pourrait, mais on ne le fait pas. Dans l'humanité, il y a plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité où on aurait pu faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Pour des raisons religieuses, symboliques, pour plein de raisons. Donc voilà, face à ça, moi, je suis vraiment très content de ces échanges parce qu'on a des points de vue qui se complètent, on a des points de vue qui sont différents, qui s'éclairent les uns les autres. Je pense qu'on est ensemble à vouloir aller dans la bonne direction. Et donc, j'espère qu'on va continuer tous ensemble et que c'est que le début et qu'on va continuer y compris les gens qui sont complètement contre l'IA, il faut qu'ils aient le droit de le dire. Ceux qui ont peur de l'IA, ils ont le droit de le dire. C'est pas risible. Mais ceux qui sont très enthousiastes aussi. Et tous ensemble, si on arrive à en discuter, notamment par exemple au Luxembourg, parce qu'on est au Luxembourg, qui est un pays quand même très dynamique au niveau de l'IA, au niveau de la recherche. À l'Université du Luxembourg, il y a plein de recherches dans les groupes privés. Je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de super ensemble. Voilà. Merci à tous. Merci.